PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, comment vas-tu? Salut Bernard, ça va bien. C'est tout un programme qu'on a aujourd'hui, mes chers auditeurs. Oui. On va faire on va parler d'exorcisme, on va parler de la fin du monde qui approche et les extraterrestres qui seraient peut-être déjà parmi nous. C'est un gros programme. Alors, Je t'écoute. un immense programme. Alors, allons-y. Moi, l'exorcisme, je trouve ça toujours fascinant. Bon, je suis resté marqué par le film. Oui, effectivement, 1973. Bon, oui, voilà. Oui, imite-nous donc encore l'actrice, là. C'est Linda Blair. Oui. Cette rue est à moi! Bon, c'est ça. J'ai peur. Mais c'est aussi qu'à Rome, au Vatican, ils croient vraiment encore à ça, eux autres, l'exorcisme. Là, ils pensent que ça existe vraiment. Là. Mais en fait, l'Église ne s'est jamais dissociée de l'exorcisme. Il y a eu des périodes de dormance où le Saint-Père était moins ouvert à l'exorcisme ou à la possession diabolique. Mais l'Église a toujours reconnu que le phénomène de la possession diabolique était un phénomène accepté, en fait, qui fait partie des doctrines de l'Église. Et ce qui est amusant, et on en a parlé à quelques reprises ensemble, il y a cette augmentation depuis quelque temps de phénomènes, disons-le entre guillemets, de possession diabolique, à un point tel que les évêques de certaines régions, et je pense notamment, on en a parlé lorsque c'était en Irlande, on en a parlé également en Pologne, donc des cas de la multiplication de ces cas-là font que les gens de l'Église n'est plus capable de répondre à ça. Et il y a quelques semaines, je t'avais parlé de ce séminaire qu'avait annoncé le Vatican, qui se tiendrait pendant un week-end à Rome pour pouvoir préparer des prêtres à ce rituel de l'exorcisme, parce qu'il faut savoir que dans la formation du prêtre, il y a un petit volet qui s'appelle l'exorcista, qui permet aux prêtres de pratiquer le petit exorcisme. Et là, je m'explique parce que quand on parle d'exorcisme, l'Église reconnaît deux types d'exorcisme ou de possession diabolique. Là. Le premier exorcisme s'applique lorsque, on va dire le petit exorcisme, il s'applique lorsque le sujet, le fidèle, se sent tourmenté par le diable. Il n'est pas possédé par le diable, mais il est tourmenté par le diable. Donc, il a des pensées impures. Il a parfois l'impression que c'est comme s'il avait ce petit ange, le petit ange, un petit démon sur l'épaule, et plus souvent qu'autrement, il écoute la voix du petit diable. Alors, je connais plein de gens qui auraient besoin d'un petit exorciste, alors moi. Ça, c'est le petit exorcisme. Donc, à ce moment-là, le prêtre, avec sa formation d'exorcista, va recevoir le fidèle et en faisant des prières de libération, va le soulager de cette tourmente du diable. Mais parfois, le sujet va tomber. Une fin de semaine est suffisante là, pour apprendre ça. Là. Ça, déjà, les prêtres l'avaient. Ça fait partie de la formation de base. Mais de base, OK. Là, le problème, ce n'est pas le petit exorcisme ou être tourmenté par le diable qui posait problème, c'est être possédé par le diable. Là, quand on parle de la possession diabolique, tu l'as dit en entrée de jeu, cette histoire, ce film, L'Exorciste, nous rappelle cette grande possession, la possession majeure, où là, il y a un combat qui se fait entre le prêtre et entre le possédé. Donc, ce phénomène est relativement rare. Et là, il faut une formation spéciale pour pouvoir affronter le diable de cette manière. Et c'est dans ce séminaire qu'on souhaitait donc préparer des prêtres qui avaient déjà une formation d'exorcista à pouvoir pratiquer le rituel du grand exorcisme. Alors, ce rituel s'est tenu il y a quelques jours. 250 prêtres venus de 50 pays se sont réunis donc le week-end à Rome pour échanger autour de ce rituel du grand exorcisme et bien sûr, comment répondre à la demande. Et là, Bernard, je te le donne en mille, on ne pourra pas dire que l'Église ne s'adapte pas aux nouvelles technologies. En fait, la propos vient du cardinal albanais Ernest Simoni, qui a 89 ans et qui, lui, a donné son exemple, son expérience personnelle à titre d'exemple. Lui, dû à son âge, se déplace moins souvent pour pratiquer des rituels du grand exorcisme lorsque le fidèle le demande. Alors, il fait ça en utilisant son téléphone portable et apparemment, ça fonctionne très bien. Ah oui? Il a dit à l'Assemblée, il dit, c'est possible grâce à Jésus. Ben, alléluia, c'est vraiment extraordinaire. Alors, OK, dis-moi comment il fait ça, là, donc, il prend son livre du rituel de l'exorcisme, mais au lieu de se rendre chez le fidèle possédé, il lui dit, garde la ligne, mon homme.
Et Ma là, femme, il lui oui. cite, ouais, mon homme, ma femme. Et là, voilà il récite le rituel au téléphone. OK. Et apparemment, ça fonctionne très bien. OK, donc un exercice par appel conférence. Voilà. Donc, d'une Ah. certaine façon, c'est tu comprends que comme le prêtre exorciste n'a plus à se déplacer chez le fidèle possédé, il n'a simplement qu'à lui donner un coup de fil, ben évidemment, il peut abattre plus de boulot dans une journée et comme ça pouvoir réagir à cette augmentation de présence maligne. Oui, OK. C'est- Mais écoute, je ne demande pas mieux que de te croire. Ben, tu vois, Mais donc- je suis un petit peu sceptique. Oui, donc Parce que j'imagine la scène, là. Ah, je suis possédé, là, tu mets ton cellulaire en... C'est à moi! Abandonne cette créature du Seigneur! Bon, là, tu mets ton cellulaire en mode haut-parleur sur ta table de nuit. Je suis possédé du démon. Puis là, t'entends le cardinal sur l'autre bord. Ben là, Ben oui, qui parle au le téléphone. pater noster, puis là, tu... puis là, Et là, c'est soudain, une parti. petite pause Google pour une petite publicité. Ça va très bien. Bon, Ah. OK. Mais enfin, donc, on voit qu'on s'adapte aux nouvelles technologies. Oui, absolument. Sauver du malin grâce à son cellulaire. Oui. C'est très bien. Remercions Apple. Oui, entre autres. Oui, entre autres. Parlons des extraterrestres. Tiens, il me semble qu'il y a un lien là-dedans, là, parce que les extraterrestres seraient peut-être déjà parmi nous. Peut-être y a-t-il un lien, d'ailleurs, entre les extraterrestres et le malin. On ne le sait pas. Oui, mais écoute, ici, on tombe dans un domaine qui est excessivement intéressant et très sérieux. C'est un article qui vient d'être publié dans un périodique espagnol scientifique qui se consacre à l'astronomie. Ça s'appelle l'Acta Astronautica. Et les auteurs, en fait, se sont penchés sur le problème suivant. Pourquoi, malgré tous les moyens qui ont été mis au cours des 30 dernières années, avec l'augmentation des technologies, l'augmentation des ordinateurs, pourquoi est-ce que, malgré cette volonté d'écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio extraterrestres, on en a souvent parlé à ce micro, pourquoi est-ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant aucun résultat? Alors, ce que les scientifiques se sont posés comme question, c'est pourquoi cela? Et ils arrivent à la conclusion, en fait, l'article en anglais, le titre, c'est The Cosmic Gorilla Effect or the Problem of Undetected Non-Terrestrial Intelligence Signal. Donc, je te le traduis en français. L'effet gorille ou le problème de ne pas avoir détecté des signaux radio extraterrestres. Et qu'est-ce que c'est que l'effet gorille? C'est très intéressant. C'est un travail qui a été mené par des neuroscientifiques sur les biais cognitifs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait filmé une équipe de basketball et un moment intense du jeu, on a fait passer dans l'écran, en fait, sur le terrain, parce que la scène était filmée, on a fait passer sur le terrain une mascotte habillée en gorille. Et crois-le ou non, même si on a présenté l'image à des participants qui regardaient ces images-là, à un moment donné, les gens étaient tellement absorbés à regarder ce qui se passait sur le terrain qu'ils n'ont pas vu le fameux gorille. Or, en psychologie, on a compris maintenant que lorsque tu focalises ton attention sur quelque chose, tu es tellement concentré que tout ce qui pourrait se passer de manière limite de ça va échapper à ton attention. C'est la vision tunnel. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, en psychologie populaire, l'effet gorille. Et là, les scientifiques se sont posé cette question. À trop vouloir chercher des signaux radio extraterrestres, parce que peut-être notre vision est un peu erronée de ce que peuvent être des extraterrestres. Donc, on cherche des extraterrestres dans le cosmos. On essaie de s'imaginer que des formes de vie intelligentes devraient quelque part nous rejoindre ou nous ressembler. Mais on peut être complètement dans le champ avec ça. Peut-être que les extraterrestres n'utilisent pas les ondes radio pour communiquer. Peut-être qu'on est au milieu d'une sorte de téléconférence entre extraterrestres et on s'en rend même pas compte parce qu'on est trop concentré à chercher des ondes radio. Les mêmes chercheurs arrivent à la conclusion en disant attention aussi, il faut savoir que l'univers, et là j'entrerai pas dans un débat astrophysique, je ne suis pas astrophysicien, mais plus de 90% de ce qui compose l'univers est composé de ce qu'on appelle la matière sombre ou l'énergie sombre. Ça représente 90% de la matière, de la masse de l'univers. Or, cette matière sombre et cette énergie sombre n'a jamais été observée. C'est, entre guillemets, de l'énergie ou de la matière invisible. On sait qu'elle est là, on la détecte, on voit sa présence, son influence sur la matière visible, mais on ne la voit pas directement et on ne peut pas la quantifier ouvertement. Or, peut-être que les extraterrestres vivent quelque part dans cette matière sombre. Et s'ils vivent dans cette matière sombre, il pourrait y avoir donc des colonies d'extraterrestres
qui échangent, qui communiquent entre elles dans cette énergie ou cette matière sombre, mais on ne la voit pas parce qu'elles ne font pas réellement partie de notre vision de l'univers. Ben moi, je résumerais ça de façon plus simple. Vas-y. Si effectivement ça existe, une civilisation extraterrestre, et qu'elle est possiblement très, très, très développée, suffisamment développée pour nous avoir, mettons, identifiés déjà, être consciente de notre existence, ben si elle est à ce point développée, à ce point sophistiquée, qu'elle est capable de voyager de son point d'origine à nous, elle est bien capable d'avoir le niveau de sophistication pour s'installer parmi nous. Je dirais ça comme ça. Oui, mais encore une fois, l'idée, c'est, sans parler du voyage, donc du déplacement physique, mais simplement d'une présence. Et dans le fond, c'est un peu ça. On pourrait donner comme, si on voudrait essayer de réduire avec un exemple quand même un peu boiteux, mais imagine-toi que tu te trouves dans un petit bosquet. Christian, parce qu'il faut aller à la pause, il me reste pas assez de temps pour le deuxième bloc. Tu te trouves dans un petit bosquet d'arbres sur le mont Royal, tu cherches des signaux de fumée, puis t'en vois pas, puis tu dis, il doit pas y avoir personne dans le coin, alors que t'es juste au côté de la ville. Ouais. C'est boiteux, je sais, mais ça donne quand même une idée. Alors, on va s'arrêter parce que je veux vraiment qu'on parle de la fin du monde. OK. Parce que là, on nous prévoit, il y a encore la fin du monde qui s'en vient pour le... Lundi. Dans quel jour, là? Lundi? Oui, lundi. Oh boy, lundi, il faut s'y préparer. On revient dans quelques secondes pour parler de la fin du monde, chers auditeurs. De retour donc avec nos mythes et complots et Christian Page. Donc, Christian Page, la fin du monde... Encore une fois. Oui, pour lundi, en fait, c'est ce que nous annonce un type qui s'appelle David Meade. En fait, c'est pas la première fois qu'il annonce cette fin du monde. Il l'avait déjà annoncé en 2003. Il l'avait annoncé en 2012. Tu te rappelles ces histoires de la prophétie des Mayas, le calendrier Maya. Ça, c'était en décembre 2012. Et là, voilà, à chaque fois, ces gens-là, parce que ce David Meade, il appartient à une communauté de gens. C'est une espèce de preacher, un peu apocalyptique, partisan des théories du complot. Et à chaque fois, ces gens-là nous ressortent à peu près les mêmes théories. Et lorsque ça ne se produit pas, ils retournent à leur planche à dessin, passent la gomme là-dedans, refont des calculs, ils nous la resservent à nouveau. Et c'est exactement ce que fait ce David Meade, en prenant des passages bibliques, en prenant des trucs de l'actualité, des événements de l'actualité, les prophéties de Nostradamus, donc en prenant tout ça ensemble, en mélangeant ça, on fait une espèce de concoction. Et là, on arrive que la fin du monde se produira. Donc, c'est en fait l'arrivée d'une planète dans notre système solaire, la planète Nibiru, une sorte de planète mystérieuse et vagabonde qui va déclencher une série d'effets dominos qui devront commencer, qui théoriquement devraient commencer lundi et entraîner la fin du monde. OK. Mais quand ça marche pas, qu'est-ce qu'ils nous disent en 10 secondes? Comment ils justifient que ça n'avait pas fonctionné? Qui se sont simplement trompés dans leurs calculs. Ils revoient ça et ils nous arrivent avec une nouvelle date. Et merci, bonsoir, on recommence. OK. Sais-tu quoi? On va profiter du printemps qui nous arrive définitivement, là, et on va pas trop se préoccuper de cela. Et puis, de toute façon, si jamais ça devait arriver, mon ami, je sais pas ce qu'on pourrait faire, hein? J'en parlerai la semaine prochaine. D'ailleurs, parlant de parler, tu nous présentes ta deuxième partie de ta conférence « Les grandes énigmes de l'histoire » demain à 19h30. www.christianpage.ca pour tout savoir là-dessus. Merci, Christian. Ça me fait plaisir, Bernard. Et merci à Fred Perron qui était à la console aujourd'hui, Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau. Merci à vous, les auditeurs. Le printemps qui arrive, on est heureux. Le soleil est dans nos cœurs.